Dans Star Wars, c'était le chasseur de l'Alliance rebelle utilisé par Luke Skywalker pour détruire l'étoile de la mort et une machine emblématique. Il symbolisait la rébellion, la lutte contre les oppresseurs et la destruction de l'empire maléfique voulant contrôler la galaxie. Nous parlons bien sûr du X-Wing, et il est approprié qu'un drone que l'Ukraine va recevoir porte ce nom. Là où le X-Wing a été crucial pour l'Alliance rebelle dans Star Wars. L'arme expérimentale offerte par la Lituanie à l'Ukraine va choquer la Russie et effrayer ses soldats. Militani a été parmi les premiers à faire un reportage sur cette nouvelle arme audacieuse. Le 9 octobre, le média a annoncé que la société lituanienne Granta Autonomy a présenté la nouvelle munition rôdeuse X-Wing, un drone Vertical Take-Off and Landing. Le X-Wing a passé de nombreux tests depuis le printemps 2025 Granta Autonomy, confirmant que ses principales capacités sont prêtes à l'emploi, et ce nouveau drone est en route vers l'Ukraine. Une série limitée de X-Wings est en fabrication et livrée pour test aux unités de première ligne ukrainiennes. Le fondateur et président-directeur général de Granta Autonomy, Gediminas Kuoba, a dit à Militani que l'usage continu en première ligne valide le système. En résumé, Granta a testé son nouveau drone en laboratoire et doit maintenant l'éprouver au combat. Le déploiement de ce drone expérimental par l'Ukraine permet d'en évaluer l'efficacité réelle contre un ennemi que la Lituanie pense bientôt aussi menaçant pour son territoire que pour l'Ukraine. United 24 Media a également rapporté l'arrivée du X-Wing, en précisant que le déploiement initial de ce drone expérimental sera limité. Cependant, Granta travaille à passer à la production de masse, en supposant que les essais en combat qui vont être menés par l'Ukraine s'avèrent concluants. D'ici début d'année prochaine, Granta prévoit de produire plusieurs centaines de ces cellules d'avion par mois. Si tout se passe comme Granta et l'Ukraine l'espèrent, alors 2026 pourrait devenir l'année où l'Ukraine sera capable d'utiliser une arme portant un nom très symbolique pour riposter contre une nation qui semble déterminée à dominer. L'Ukraine doit d'abord vérifier si le X-Wing mérite sa réputation. À première vue, le nouveau drone lituanien paraît très impressionnant, avec des éléments de base fournis par Militani. Le drone est intéressant car il associe les capacités vertical take-off and landing d'un quadricoptère classique à un vol de croisière grâce à ses ailes en X. La capacité de croisière permet au X-Wing de parcourir de plus longues distances avec moins d'énergie que d'autres petits drones. L'Ukraine l'utilise contre la Russie. Sa capacité de croisière permet aux opérateurs de drones de viser des cibles russes sans infrastructure spéciale. Concernant les spécifications techniques, Guba propose l'une des principales. Une autonomie de 50 km et la spécification initiale qui sera améliorée. Cependant, nous équilibrerons toujours les capacités étendues du X-Wing avec son coût de production, a déclaré Guba à Militani en octobre. Cela correspond à 50 km, soit plus du double de l'autonomie d'un drone FPV moyen, 20 km, selon Forbes, 9 octobre. Le X-Wing ne sera pas limité par des câbles à fibre optique, ce qui lui donne un avantage sur ses drones. Notez aussi les propos de Guba, 50 km, c'est le minimum. Après la phase de test prochaine en Ukraine, le développement continuera, permettant aux futures versions du X-Wing d'aller plus loin. La Lituanie aurait livré à l'Ukraine un drone pouvant bouleverser le champ de bataille. Des frappes à moyenne portée menées depuis une relative sécurité pourraient désormais être possibles, à la limite extrême de sa portée. Un X-Wing pourrait frapper une cible russe et permettre à ses opérateurs d'évacuer avant toute riposte. De plus, le drone transporte une charge explosive d'environ 4 kg, soit environ 88 livres. Il est aussi assez rapide, capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 144 km, soit 89 miles à l'heure. Cette vitesse est importante. Les drones lents sont vulnérables à tout, des défenses aériennes aux tirs d'armes légères. Un drone filant à 90 miles à l'heure est difficile à atteindre, surtout s'il vole assez bas pour échapper aux radars de défense aérienne. Parmi les autres caractéristiques importantes, on trouve une combinaison d'optique de jour et d'une caméra thermique, ce qui rend les drones utilisables 24 heures sur 24. Cette capacité provient de la micro-caméra gimbal de Granta, qui a également été conçue pour continuer à fonctionner dans des environnements où les systèmes de navigation globale sont refusés ou brouillés. Un opérateur de X-Wing garde ainsi le contrôle, malgré les diverses manœuvres de guerre électroniques de la Russie. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le Granta Data Link. Granta a déjà assuré que ce système communique directement avec les stations au sol standard utilisées en Ukraine. La version de base du X-Wing utilise également une certaine intelligence artificielle, ou intelligence artificielle. Son guidage utilise l'intelligence artificielle pour repérer
et cibler des équipements camouflés au sol. Ces caractéristiques font du X-Wing un cauchemar pour les forces russes. L'Ukraine va recevoir un drone expérimental alliant vitesse et agilité, capable d'échapper aux contre-mesures russes. L'ogive du drone est polyvalente grâce à sa fragmentation. L'Ukraine peut ainsi utiliser le X-Wing contre le personnel, les véhicules légers et les stations radars. Cela permettrait à l'Ukraine de profiter de l'ultime ironie en détruisant les yeux même des systèmes censés stopper ces drones. Le cauchemar du X-Wing sera encore plus terrible pour la Russie. Granta indique qu'elle équipe ses drones d'une autonomie de groupe totale via un réseau maillé. Avec cette technologie en place, l'Ukraine pourrait lancer des essaims complets de X-Wing capables d'opérer indépendamment de toute intervention humaine et en coordination avec d'autres drones X-Wing connectés au même réseau. La technologie des essaims exploite l'intelligence artificielle de façon plus puissante et destructrice que de simples drones, identifiant des cibles cachées. Le Wall Street Journal a présenté cette technologie émergente comme la nouvelle frontière de la guerre des drones, en raison de l'immense potentiel qu'offrent nos essaims. Un réseau d'essaims permettrait à l'utilisateur de connecter des milliers de drones dans un seul réseau. Tous peuvent être utilisés pour submerger les défenses d'une cible. Même une douzaine dans un essaim causerait de sérieux problèmes aux soldats russes. Imaginez 20 ou 30 drones X-Wing volant ensemble en formation, assez intelligents pour compliquer la tâche des défenses aériennes. Ces drones sont tous verrouillés sur une seule cible, et ils fonceront sur cette cible simultanément, et depuis de nombreux angles différents, afin d'assurer un impact direct. Granta souhaite intégrer ce type de menace à ses drones X-Wing, mais ce n'est pas encore le cas. Nous verrons plus tard dans la vidéo l'impact des essaims de drones sur la guerre en Ukraine. Pour l'instant, terminons notre examen du X-Wing de Granta avec un chiffre. 10 000 €, soit le coût de fabrication selon Granta. Cela représente environ 11 560 $, un prix faible pour un drone pouvant causer autant de dégâts que l'arme expérimentale de la Lituanie. Ce prix est conditionné au fait que les futures versions du drone, notamment avec la technologie de l'essaim, seront plus coûteuses. Pour une version de base déjà impressionnante du X-Wing, un peu plus de 11 000 $ paraît une vraie aubaine. Ceci se compare avantageusement aux cibles que le X-Wing doit éliminer en 2025. Un soldat coûte à la Russie 30 et 1 200 $ par an, selon Cable News Network, et un soldat sous contrat en Ukraine gagne environ 2 600 $ par mois. Et cela, sans compter la prime forfaitaire que les recrues reçoivent simplement pour s'engager dans l'armée russe au départ. Ces paiements uniques peuvent aller jusqu'à 36 560 $ selon la région, en plus d'un versement de 4 900 $ du gouvernement fédéral russe et des salaires déjà mentionnés. Un X-Wing éliminant un soldat russe coûtera plus de 70 000 $ à la Russie, contre 11 000 pour l'Ukraine. Et si le nouveau drone est aussi efficace pour neutraliser des cibles légèrement blindées et des systèmes radars que le prétend Granta, alors c'est le cas. Les pertes de la Russie pourraient atteindre des millions pour une dépense minime de l'Ukraine. À nuancer, le X-Wing reste en phase de test. Bien qu'il ait fait ses preuves dans les laboratoires Granta, l'Ukraine doit encore découvrir si la gamme de fonctionnalités du nouveau drone en fait un atout viable sur le champ de bataille. Selon Granta, le reste de 2025 devrait être dédié au test de combat du nouveau drone, avec une production augmentée prévue en 2026, se préparer au cas où le nouveau X-Wing ferait ses preuves en Ukraine. En supposant que le X-Wing soit tout ce que Granta prétend, il aura une compagnie intéressante sur le champ de bataille. Pour commencer, il y a un drone que l'Ukraine a elle-même construit, et qui ressemble fortement au drone expérimental de la Lituanie. Surnommé le Flycat, ce drone, dévoilé par Octava Défense en juillet, offre des capacités proches de celles du drone de Granta. Celle-ci inclut la capacité de voler en autonomie, d'identifier des cibles et d'effectuer des frappes kamikazes, le tout sans dépendre d'aucune forme de navigation par satellite. L'ogive est un peu plus petite dans ce drone ukrainien X-Wing, et le Flycat est également un peu plus lent et possède une portée plus courte. La combinaison de ces deux drones est la dernière chose que les forces russes souhaitent voir au combat. United 24 indique aussi que l'Ukraine a récemment achevé avec succès un test de son nouveau drone Juke. Quelques jours auparavant, Granta a annoncé que le X-Wing allait arriver en Ukraine. C'est aussi un drone rôdeur à voilure fixe, avec un design plus classique que le X-Wing. Le Zuk a touché des cibles à plus de 40 km, malgré de fortes interférences électriques. C'est justement le but. Le drone, qui a été conçu par une entreprise appelée Atana, a été fabriqué spécifiquement pour contrer les contre-mesures de guerre électronique de la Russie. Lors d'un test, le Zuk a touché une cible à 67 km. Cela montre que l'Ukraine peut aussi développer des munitions rôdeuses que ses partenaires.
Cela ne signifie pas que l'Ukraine ne veut pas le X-Wing de Grand A. Ces drones illustrent plusieurs tendances qui orientent l'Ukraine vers la prochaine évolution de sa stratégie de guerre par drone. Mais il ne s'agit plus seulement de la supériorité numérique. Avoir beaucoup plus de drones sur le champ de bataille que la Russie reste extrêmement important. Ces drones mettant en avant un accent particulier sur le contournement des contre-mesures électroniques, afin de garantir que les drones atteignent leur cible, peu importe à quel point la Russie tente de brouiller leurs signaux. On observe aussi une évolution vers la détection et la frappe autonome des cibles, facilitant le travail des opérateurs de drones. Ces 3 drones offrent une grande portée, le X-Wing étant le meilleur. Cela permettrait à l'Ukraine de les utiliser derrière la ligne de front pour frapper l'arrière russe. Le X-Wing n'est qu'une étape de l'évolution des drones en Ukraine, et son arrivée annonce plusieurs mauvaises nouvelles pour la Russie. Le recours par l'Ukraine à des essaims de drones est une mauvaise nouvelle, même si cela n'est pas immédiat, car Grand A développe encore la technologie pour le X-Wing. Une fois prête, la Russie aura un gros problème. Nous avons déjà abordé la question en parlant de la technologie d'essaim plus tôt, mais il vaut la peine d'explorer ce que les essaims de drones signifient réellement pour la guerre en Ukraine. L'Ukraine utilise des essaims de drones pour mener des assauts semblables aux vagues humaines russes, mais avec la technologie. Force News a interviewé David Ambling en septembre 2025, qui a présenté un cas d'utilisation intéressant de cette technologie. Les drones d'attaque arriveront en essaim et se répartiront les cibles à attaquer. Donc ils n'ont pas tous la même cible, précise Ambling. Immédiatement, on voit un avantage clé. Les opérateurs ukrainiens n'ont pas à perdre de temps à décider quoi frapper, car l'intelligence artificielle qui contrôle l'essaim fait tout ce travail pour eux. Moins de temps pour l'Ukraine implique aussi moins de temps pour la Russie de réagir aux drones, rendant les frappes plus efficaces sur plusieurs cibles. Ambling continue. Ainsi, chaque drone attaque une cible lors de la première vague. Ensuite, les drones de reconnaissance évalueront les dégâts, et les drones de suivi cibleront ce qui reste. Une fois toutes les cibles éliminées, le commandant vérifie et annonce que la mission est finie. Retour à la base, explique-t-il. Ici, on observe l'utilisation par la Russie des tactiques de vagues humaines. Pour Poutine, la vie humaine est assez sacrifiable pour envoyer sans cesse des soldats à la mort pour détruire une cible. L'attrition est visée, mais le coût humain est énorme. Grâce aux essaims de drones, l'Ukraine peut lancer les mêmes assauts, avec des machines plutôt qu'avec des humains. Plusieurs vagues attaquent, chaque vague poursuivant ce que la précédente a commencé. Même si la Russie repousse les attaques, l'Ukraine ne perd que des drones, pas de vies humaines. C'est important pour l'Ukraine, car, selon Radio Free Europe Radio Liberty, elle fait face à une pénurie croissante de soldats. Le média cite le Centre d'études orientales de Pologne, selon lequel l'Ukraine doit recruter 30 000 soldats par an pour compenser les pertes de ses brigades. L'Ukraine n'atteint pas ce chiffre. En 2024, elle a y recruté 20 000 personnes et, en août 2025, entre 17 000 et 24 000 par mois, même au maximum. Cela fait 288 000 recrues, soit 12 000 de moins que le Centre d'études orientales de Pologne. L'Ukraine doit atteindre cet objectif. Les essaims de drones, ainsi que les autres véhicules sans pilote de l'Ukraine, pourraient faire en sorte qu'un recrutement aussi massif ne soit plus nécessaire. Les drones autonomes capables d'agir de manière indépendante réduisent le besoin pour l'Ukraine de déployer autant de soldats. Cela ne signifie pas que les drones remplaceront les humains, mais ils peuvent combler les lacunes causées par 3 ans et demi de guerre, permettant à l'Ukraine d'attaquer et de défendre sans risquer autant de soldats. Un taux de perte plus faible réduit le besoin de recruter de nouveaux soldats en Ukraine. Nous ne pouvons pas non plus ignorer l'impact du X-Wing sur la Russie, même sans ses futures capacités d'essaim. Même le modèle de base est fait pour tuer. La Russie pourrait éviter tant de morts en maintenant la force de ses assauts contre l'Ukraine. Ce pays a déjà perdu plus de 112 millions de morts, blessés ou capturés selon le ministère des Finances ukrainien. Et ce sont les drones qui infligent de plus de dégâts directs à la Russie que n'importe quelle autre arme. En avril 2025, les drones auraient causé jusqu'à 80% des pertes dans la guerre en Ukraine. La technologie militaire a utilisé les chiffres des pertes russes du 8 avril pour illustrer ce que cela signifie. En notant que les drones auraient été responsables de 1000 des 1300 pertes subies par la Russie rien que ce jour-là. Selon Ambling, le 9 octobre, la prolifération des drones en Ukraine rend tout lieu dangereux pour les soldats russes. Dans Forbes, Ambling explique que l'Ukraine s'est dotée d'une large gamme de drones pour mener des attaques à différentes portées. Le X-Wing de Lituanie, de catégorie intermédiaire, est parfait pour créer des zones de destruction dans les régions ukrainiennes déjà occupées par la Russie.
Avec le suivi et le ciblage automatisé, l'Ukraine peut simplement déployer quelques drones X-Wing et les laisser agir. Alors qu'elle concentre ses effectifs sur les lignes de combat, tout nouveau drone venant s'ajouter au stock déjà impressionnant de l'Ukraine est déjà une mauvaise nouvelle pour la Russie. Un phénomène étrange semble actuellement affecter les forces russes. Le 8 octobre, la nouvelle voix de l'Ukraine a signalé un ratio anormalement élevé de blessés par rapport aux tués chez les Russes. Le média relaie les chiffres de l'Institut pour l'étude de la guerre, selon qui la Russie perd un soldat par mort, pour 13 soldats qui sont blessés. En conclusion, l'Ukraine tue désormais plus efficacement les forces russes, au lieu de seulement les blesser. Ou, étant donné que jusqu'à 80% des pertes sont causées par des drones, ce sont les véhicules sans pilote ukrainiens qui deviennent plus efficaces. Ce ratio russe est remarquable, car un ratio typique est généralement d'environ 1 tué pour 3 blessés. Le Belfer Center de la Harvard Kennedy School note que le X-Wing est conçu comme un drone létal. Et c'est la dernière chose que les troupes russes, choquées, veulent voir alors que tant d'entre eux continuent de mourir. Enfin, il faut aussi prendre en compte le fait que ce drone vient de Lituanie. Granta a mentionné l'envoi de drones X-Wing en Ukraine pour des tests de combat. L'entreprise ne dit pas si elle facture ses drones à l'Ukraine, mais cela importe peu, même si l'Ukraine paie. Ce transfert de technologie démontre que l'Ukraine établit une relation plus solide avec une nation balte, craint ce que Poutine envisagerait en cas de succès en Ukraine. La Lituanie craint tant une invasion russe que les autorités de Vilnius ont déjà préparé un plan d'évacuation. Si Poutine parvient un jour à aller au-delà de l'Ukraine, la BBC précise que ce plan organise l'évacuation d'environ 540 000 personnes en Lituanie et qu'il est déjà en place. Comme Vilnius est proche des 680 km de frontière entre la Lituanie et la Biélorussie, Poutine a utilisé la Biélorussie pour lancer son invasion de l'Ukraine. La Lituanie veut être prête, si le dirigeant russe tente de faire la même chose à l'avenir. Toutes les connexions que la Lituanie et l'Ukraine établissent profitent aux deux pays. Elle peut accéder à des technologies comme le X-Wing, mais manque peut-être de temps ou de ressources pour les développer elle-même. La première aide un pays sur lequel elle compte pour vaincre la Russie, car la Lituanie pense qu'elle pourrait être la prochaine. Si l'Ukraine tombe, le X-Wing ne gagnera pas la guerre, mais il s'ajoute à la flotte croissante de drones ukrainiens. Avec la technologie des essaims et l'augmentation de la production par Granta, le X-Wing pourrait devenir un cauchemar pour les forces de Poutine en Ukraine. La situation entre la Russie et l'OTAN est comme une bombe à retardement. Chaque jour, un nouvel événement accroît les tensions. Tic, la Russie envoie des drones sur le territoire de l'OTAN. Toc, les membres de l'OTAN disent à la Russie qu'ils répondront à ce type d'action par la force. Tic, la Russie envoie que des avions de chasse. Toc, les pays de l'OTAN disent qu'ils abattront ces avions. Alors que la bombe est sur le point d'exploser, l'OTAN prépare une réponse militaire à la guerre hybride de la Russie. Vladimir Poutine ne va pas rester les bras croisés face à cette menace. Les menaces émanant du Kremlin s'intensifient, allant jusqu'à évoquer l'utilisation d'armes nucléaires. Le 9 octobre, le Financial Times a publié un rapport indiquant que les alliés de l'OTAN discutent de la manière de fournir une réponse plus ferme aux récentes provocations de la Russie. Depuis début septembre, la Russie a violé l'espace aérien de l'OTAN, envoyant des drones en Pologne et faisant voler 3 Mikoyan Gurevich, 31, en Estonie. La Russie vise la guerre hybride, utilisant ces incidents pour tester et provoquer l'OTAN par des menaces et des provocations, pour voir quel type de réaction elle va obtenir. Cette réaction arrive, et Vladimir Poutine ne va pas l'apprécier. Le Financial Times indique que les discussions entre les membres de l'OTAN, actuellement en cours, ont commencé comme un échange entre un petit groupe de représentants des États les plus directement touchés par les actions de la Russie. Ces discussions prennent de l'ampleur. 2 responsables anonymes ont indiqué qu'un débat plus large a lieu. Les capitales alliées ont pris conscience que les menaces posées par la guerre hybride menée par la Russie dépassent les frontières des pays concernés. Poutine défie l'OTAN, et cela signifie que l'OTAN va devoir adopter une position plus agressive pour servir de moyen de dissuasion face à la Russie. Il y a des discussions actives sur ces questions. Comment mieux et plus efficacement répondre à la Russie, a déclaré l'une des sources du Financial Times, qui est présentée comme un diplomate de l'OTAN. La source précise que les discussions sont encore très précoces, après 2 réunions d'urgence en septembre. Après les incursions de drones et d'avions de chasse mentionnées, la grande question reste la forme de la réponse militaire. Sans calendrier ni obligation de changement de posture de l'OTAN, il est difficile de l'affirmer avec certitude. Cependant,
Plusieurs idées seraient actuellement évoquées, incluant la conversion de drones de surveillance près de la frontière OTAN-Russie, en drones d'attaque capables d'intercepter les menaces. Actuellement, ces drones sont déployés pour recueillir des renseignements sur les activités de la Russie dans les régions où son territoire borde des pays comme la Finlande et les États baltes. Armer ces drones enverrait à Poutine le message que toute tentative de franchir ses frontières sera contrée par la force. Ces drones armés pourraient intégrer le mur de drones que l'OTAN envisage de créer. Bloomberg a rapporté sur ce mur le 7 octobre, notant que le concept encore en développement est discuté à l'OTAN. L'idée d'un mur de drones a gagné du terrain depuis l'intensification de la guerre hybride menée par la Russie en septembre. Le média indique que l'OTAN est susceptible de s'inspirer à plusieurs reprises de l'Ukraine lors de la création de ce mur de drones. Face au succès de l'Ukraine, avec les drones, et à la croissance rapide du secteur, le président Volodymyr Zelensky affirme que le pays peut désormais en produire 10 millions par an. Avec un bon investissement, l'OTAN pourrait le considérer. L'Ukraine serait alors intégrée dans le giron de l'OTAN, malgré le fait qu'elle ne soit pas membre du groupe, ce qui ne manquera pas de provoquer la colère de Poutine. Bloomberg affirme que la coopération avec l'Ukraine permettrait à l'OTAN d'accéder à des drones intercepteurs pour neutraliser les drones russes, avant qu'ils n'atteignent leur cible. Business Insider a rapporté en octobre que ces drones coûtent seulement 500 $ chacun, ce qui en fait une option bien plus attrayante pour une guerre de drones que les systèmes de défense aérienne plus coûteux, comme le Patriot fabriqué aux États-Unis. Intégrer ces drones à un système de capteurs et de surveillance pourrait être crucial pour une guerre de drones. La proposition de l'OTAN de transformer ces drones de surveillance en drones d'attaque fonctionnerait dans ce cadre. Les drones proposés pourraient à la fois identifier et attaquer les menaces, tout en enregistrant des données utilisables par d'autres parties du mur de drones. Cependant, rien de tout cela n'est confirmé. Tout ce que nous savons pour l'instant, c'est que l'OTAN discute de ce type de solution basée sur les drones. Le Financial Times évoque aussi l'idée de réduire le seuil pour que les pilotes de l'OTAN tirent sur toute menace russe entrant sur leur territoire. Cette simplification des instructions serait surtout utile sur les flancs orientaux de l'OTAN, où la guerre hybride de la Russie est la plus intense. C'est une proposition qui circule déjà au sein de plusieurs nations de l'OTAN. La Pologne a affirmé être prête à abattre tout avion russe entrant sur son territoire. Regardez notre précédente vidéo pour plus de détails sur l'avertissement polonais et la réaction russe. Newsweek a aussi parlé à un responsable de l'OTAN après le rapport du Financial Times. Ce responsable a indiqué que les discussions sur les instructions à donner aux pilotes concernant l'engagement des menaces russes sont en cours depuis un certain temps, en ce qui concerne la gamme d'activités hybrides ou de la zone grise que nous avons observée, y compris les cyberattaques, les incursions de drones ou les tentatives de sabotage d'infrastructures critiques. L'OTAN collabore étroitement avec ses alliés pour garantir des mesures de dissuasion et de défense efficaces. Ce n'est pas nouveau, et nous continuons à nous adapter à mesure que la situation évolue, a déclaré le responsable. Bien que cela paraisse générique, on en déduit beaucoup, puisque ce n'est pas inédit dans la citation. Les alliés de l'OTAN parlaient déjà d'utiliser des avions de chasse pour abattre des appareils aériens russes. Ce responsable indique que ces discussions ont lieu à une bien plus grande échelle. Le président américain Donald Trump soutient l'élimination des menaces russes. Lorsqu'on lui a demandé si les nations de l'OTAN devraient faire exactement cela en marge de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a aussi soutenu ces appels. Dans une interview à Cable News Network le 24 septembre, la présidente de la Commission européenne a affirmé « Nous devons défendre chaque centimètre du territoire. Cela signifie que, s'il y a une intrusion dans l'espace aérien après avertissement, après avoir été très clair, bien sûr, l'option d'abattre un avion de chasse qui pénètre dans notre espace aérien est sur la table. » Vous noterez plusieurs réserves et avertissements clairs dans cette citation, quel qu'en soit le sens. Ces mesures visent à empêcher l'OTAN d'aller trop loin. Elles servent aussi de paperasse aérienne, pouvant empêcher un pays membre de tirer malgré son droit. Le Financial Times rapporte que ses sources l'affirment. La définition et la simplification de règles d'engagement pour gérer les appareils aériens russes dans l'espace aérien de l'OTAN sont déjà en discussion. La Russie connaît bien cette autre façon de projeter sa puissance. La conduite de davantage d'exercices militaires dirigés par l'OTAN dans les régions frontalières de la Russie est une option actuellement en discussion. Le Financial Times indique que ces exercices mettront particulièrement l'accent sur les parties les plus reculées et non gardées du flanc est. Le message voulu est clair. Il ne s'agit pas seulement de montrer la puissance militaire moderne que l'OTAN pourrait déployer si la Russie allait jusqu'à provoquer un conflit direct en surveillant ces régions auparavant négligées. L'OTAN veut montrer à Poutine qu'elle observe partout
Même dans les régions reculées, identifiées par la Russie comme route d'attaque, la surveillance ne reposera pas uniquement sur un mur de drones. Elles accueilleront aussi des exercices militaires, empêchant la Russie de savoir si elle peut profiter de ces régions. Cette approche pourrait permettre d'élargir l'exercice Iron Defender de l'OTAN, dirigé par la Pologne et ayant réuni plus de 30 000 soldats en 2025. L'Estonie, la Lettonie et la Finlande, qui sont tous des nations membres de l'OTAN et qui partagent une frontière directe avec la Russie, pourraient également devenir les lieux de nouveaux exercices de l'OTAN si la défense collective décide d'emprunter cette voie. Nous rappelons que les discussions sont encore en phase initiale. La réponse militaire de l'OTAN à la Russie pourrait inclure tout ou partie de ses idées, voire aucune. Nous le saurons une fois les discussions terminées et la décision prise. Le Financial Times précise que l'OTAN pourrait ne rien révéler publiquement, les 4 responsables interrogés ayant tous confirmé cela. La logique est simple, moins on en dit, moins on révèle. Si la Russie ignore le plan complet de l'OTAN, Poutine et ses alliés ont moins de chances de préparer une riposte, déjouer ce que fait l'OTAN. Il n'y a pas que l'OTAN qui propose des idées pour faire face à la guerre hybride de la Russie. L'Union européenne, ou Union européenne, intervient sans approche militaire. La plupart des membres du groupe appartenant à l'OTAN estiment sans doute qu'une action directe serait mieux menée sous cette bannière. Mais selon Euronews du 7 octobre, l'Union européenne envisage de restreindre les déplacements des diplomates russes sur son territoire. Cela peut sembler être une petite action au début. Cependant, cela représente une démarcation claire, un passage à une mentalité « nous contre eux » que la Russie adopte depuis longtemps. Avec ses interdictions de voyager, l'Union européenne ferait comprendre à Poutine et à ses diplomates que le bloc n'est plus intéressé par ce que la Russie a à dire. Elle ne s'intéressera qu'aux actions de la Russie et réagira en conséquence. Nous savons pourquoi l'OTAN et l'Union européenne agissent ainsi. La guerre hybride de la Russie, notamment l'usage de drones et avions de chasse, donne à l'OTAN de solides raisons d'envisager une réponse militaire. Cependant, en creusant plus profondément la réponse fondamentale à la question de savoir pourquoi l'OTAN fait tout cela, on découvre un ensemble d'objectifs que l'Organisation de défense collective souhaite atteindre. Le premier de ces objectifs est simple, augmenter le coût de la campagne de guerre hybride menée par la Russie. Même toutes les méthodes évoquées ne suffiraient pas à empêcher la Russie d'envoyer un autre drone ou avion dans l'espace de l'OTAN si elle le voulait vraiment. Le flanc est de l'OTAN mesurait environ 2500 km de long. En 2022, l'entrée de la Finlande dans l'OTAN a ajouté environ 1340 km à la frontière avec la Russie. Peu importe la complexité du mur de drones que l'OTAN peut créer, il est presque impossible de surveiller chaque kilomètre du flanc est. Mais ce n'est pas le but. L'objectif est de rendre la guerre hybride russe si coûteuse que Poutine doive sérieusement envisager de l'arrêter. Si les pilotes de l'OTAN reçoivent le feu vert pour abattre des avions russes dans l'espace aérien de l'OTAN, cela signifie que la Russie risque des millions de dollars si elle retente ce qu'elle a fait contre l'Estonie. Le magazine Military Watch estime qu'un Mikoyan Gourevitch, 31, vaut plus de 60 millions de dollars. Ajoutez à cela un pilote entraîné et toutes les armes que ce chasseur transporte. La Russie prendra un grand risque financier à chaque envoi de chasseurs dans l'espace aérien de l'OTAN, mais ce pari pourrait être payant. Le flanc est assez long pour que des chasseurs s'y faufilent puis reviennent, mais cela annulerait l'intérêt de les envoyer. La Russie souhaite que ces chasseurs soient donc repérés pour prouver à l'OTAN qu'elle peut pénétrer son espace aérien. Si ces chasseurs sont repérés et abattus, une tactique d'intimidation se transforme en énorme perte financière pour le Kremlin. Actuellement, la Russie ne peut pas perdre beaucoup plus d'argent. Plus de 3 ans et demi de guerre d'usure en Ukraine ont vraiment mis à mal les finances de la Russie. Le 7 octobre, Novaya Gazeta a rapporté que les dépenses militaires actuelles de la Russie ont déjà plongé le pays dans une situation inextricable. Et elle souligne que la Russie a consacré 38% de son budget fédéral aux dépenses militaires jusqu'en 2028, ce qui inclut plus de 154 milliards de dollars spécifiquement alloués à la guerre en Ukraine. Ce budget a été annoncé alors que plusieurs hauts responsables russes avaient tiré la sonnette d'alarme lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin, avertissant Poutine que ces dépenses de guerre précipitaient la Russie dans une crise économique. La Russie semble vouée à la stagnation économique, et ses dépenses de guerre pourraient dépasser les chiffres annoncés. C'est ce qu'affirme Craig Kennedy. En février, Craig Kennedy a publié un rapport montrant que Poutine finance la guerre en Ukraine avec de la dette hors budget. Une loi de février 2022 a permis à l'État de contrôler les prêts de guerre dans les principales banques russes. Il leur ordonne d'accorder des prêts préférentiels selon les conditions de l'État,
à de nombreuses entreprises fournissant des biens et services pour la guerre. Depuis mi-2022, ce système de financement étatique de la guerre a largement contribué à l'augmentation exceptionnelle de 366 000 milliards de roubles, 446 milliards de dollars, de l'emprunt global des entreprises russes, selon Kennedy. Il désigne ensuite tous ces prêts comme étant la principale raison pour laquelle l'économie intérieure de la Russie fait face à des taux d'intérêt élevés et à une inflation galopante. L'économie russe finira par s'effondrer. L'OTAN veut montrer à Poutine que poursuivre la guerre hybride aggravera les difficultés économiques de la Russie. Au-delà de l'impact économique, l'OTAN a un deuxième objectif avec sa réponse militaire prévue: réduire la peur. Créer la peur est l'objectif de Poutine. Pour revenir à ce que nous avons évoqué plus tôt, Poutine veut que les nations de l'OTAN sachent que les appareils aériens russes entrent dans leur espace aérien. La Russie mène une forme de guerre psychologique, poussant les nations concernées à se demander si le prochain incident sera celui où les drones ou les avions de chasse russes causeront de sérieux dégâts. L'OTAN ne sait jamais si la Russie veut provoquer une réaction ou préparer une escalade, ce qui vise à déstabiliser. Comme l'a écrit Catherine Butler du Guardian le 8 octobre, elle affirme que la guerre hybride russe devient trop proche pour de nombreux Européens, soulignant que des drones russes ont récemment causé des problèmes en Allemagne et au Danemark. Un cynique dirait que la Russie, en allant au-delà du flanc Est, a sans doute déclenché les discussions actuelles de l'OTAN sur l'action militaire. Que cela soit vrai ou non, trop de nations de l'OTAN commencent à ressentir la peur. Le but même du bloc de défense collective est d'éradiquer ce type de peur. Donc, des actions militaires en réponse à ce que fait la Russie semblent logiques. Nous n'avons pas encore abordé la question principale liée à ce changement de posture de l'OTAN, l'avis de la Russie. Dire que Poutine est mécontent est un euphémisme. Le 9 octobre, Le Monde a indiqué que la Russie menace d'apporter une réponse significative à toute nation européenne soutenant l'Ukraine. S'exprimant le 2 octobre lors d'un forum dans la région de la mer Noire, à Sotchi, Poutine lui-même a déclaré que l'Allemagne affirme que son armée devrait redevenir la plus forte d'Europe. Voyons ce que cela signifie. Personne ne devrait douter que les contre-mesures de la Russie ne tarderont pas à arriver. Poutine a affirmé que la Russie n'a jamais déclenché de conflit militaire, ce qui surprend vu la situation en Ukraine. Il a de nouveau rejeté la responsabilité de la guerre en Ukraine sur l'Europe. Il a averti les nations européennes que leurs dirigeants laissent dans l'hystérie d'une guerre imminente avec la Russie influencer leurs décisions. Ces commentaires, peut-être antérieurs au rapport du Financial Times, y répondent, néanmoins. Les mêmes nations que la Russie sont en train de préparer une réponse militaire à Poutine. Les propagandistes russes ont aussi intensifié leurs actions, note Le Monde. Ils relaient des citations de chaînes Telegram pro-militaires russes. Leur attention semble se porter sur la flotte fantôme de la Russie, à laquelle les nations européennes ont commencé à accorder une attention très particulière. Un exemple vient de la chaîne Telegram du colonel Kassad. En réponse à la capture de pétroliers iraniens, Téhéran a capturé des pétroliers occidentaux. L'Occident ne comprend que la force et teste les limites du tolérable. La Russie tente de renverser la situation. L'invasion de l'Ukraine par Poutine n'était pas la faute de la Russie, mais de l'Europe et de l'OTAN. Ce n'est plus la Russie qui teste les limites en envoyant des appareils dans l'espace aérien de l'OTAN, mais l'OTAN qui est de nouveau en tort. Elle se concentre sur les navires de la flotte fantôme qui ne devraient pas naviguer, et envisage une réponse militaire aux actions menaçantes de la Russie. Ce n'est que de la propagande, issue de la machine à manipuler du Kremlin. Et comme vous pouvez vous en douter, le mot nucléaire a également été mentionné le 25 septembre après que la Russie a mené ses campagnes de guerre hybrides en Pologne et en Estonie. Et à peu près au moment où l'idée d'abattre des avions russes a commencé à émerger, un allié majeur a commencé à utiliser le mot nucléaire. Sergueï Karaganov, président honoraire du Conseil russe pour la politique étrangère et de défense, et cet allié. En parlant de l'impact qu'une guerre d'usure avec l'OTAN aurait sur la Russie, Sergueï Karaganov a déclaré « Cette contagion européenne doit être éradiquée. Nous devons nous préparer à frapper, ou du moins leur faire comprendre que nous sommes prêts. Il ne s'agira pas nécessairement d'une frappe nucléaire, mais nous devons nous préparer. » Il a ajouté qu'une guerre nucléaire avec l'OTAN peut être gagnée. Ce type de grande guerre pourrait arriver. Zelensky suggère que Poutine prépare une nouvelle mobilisation militaire en Russie, pouvant mener à la guerre évoquée par Karaganov. Zelensky a déclaré le 8 octobre qu'une mobilisation serait un défi pour l'Europe et provoquerait une grande guerre. L'objectif ultime de l'OTAN, avec ses manœuvres militaires, est peut-être d'éviter que les tensions ne rendent une guerre inévitable.
Envoyer rapidement des messages clairs sur la volonté de l'OTAN de neutraliser les actifs russes en cas de dépassement de Poutine pourrait suffire à le dissuader. Ou bien cela pourrait être le genre d'escalade que Poutine recherche pour lui donner une excuse de déclencher une guerre à l'échelle de l'Europe. Tout ce que Vladimir Poutine avait à faire, c'était de dire oui, la paix a été offerte à la Russie sur un plateau d'argent. Même si Poutine n'était pas prêt à déclarer une paix totale, il avait la possibilité d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours. Cela aurait au moins stoppé temporairement l'hémorragie qui a coûté à la Russie plus de 112 millions de soldats depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Mais Poutine a rejeté la paix à plusieurs reprises. Désormais, les sanctions aériennes ukrainiennes ruinent l'économie russe. Tout aurait pu être différent. Comme l'a écrit le Conseil de l'Atlantique le 6 octobre pour une grande partie de 2025, le président américain Donald Trump ne cherchait pas seulement à instaurer la paix en Ukraine, mais pour beaucoup, il semblait prendre davantage le parti de Poutine que celui du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Même lorsque Poutine a intensifié son invasion et a commencé à lancer un nombre record de drones et de missiles à longue portée sur l'Ukraine, Trump a tout de même tenté d'offrir à la Russie des conditions de paix généreuses. Que l'Ukraine ait accepté ou non ces conditions est sans importance. Trump tentait au moins de faire négocier le président russe, pensant que Poutine disait ce qu'il fallait. Comme le note l'Atlantic Council, le Kremlin a souvent exprimé son soutien à un effort de paix mené par Trump, bien que toujours assorti de réserves. Pourtant, même en exprimant ce soutien, Poutine jouait à des jeux, retardant les discussions, refusant de rencontrer Zelensky, disant une chose lors des réunions et faisant exactement le contraire sur le champ de bataille. Au cours de l'année 2025, il est devenu de plus en plus évident pour tout le monde, et surtout pour Donald Trump, que ce que Poutine dit et ce qu'il fait réellement sont souvent deux choses très différentes. Poutine a prouvé qu'il n'était prêt à faire aucun compromis sur quoi que ce soit. L'Ukraine doit céder du territoire, y compris les régions clés de Donetsk et de Louhansk, affirme Poutine. Il veut aussi que l'Ukraine réduise son armée à une simple coquille de ce qu'elle est actuellement, ce qui ne fera que rendre le pays plus facile à envahir de nouveau par la Russie à l'avenir. Et en ce qui concerne l'OTAN, Poutine reste ferme. L'Ukraine ne doit en aucun cas être autorisée à y adhérer. Un homme qui ne plie jamais n'est pas un homme avec qui l'on peut trouver un compromis. Les exigences de Poutine reviennent à rejeter la paix, et il est maintenant temps d'arrêter de jouer à ces jeux. Le Conseil de l'Atlantique affirme que si Poutine rejette la paix par la négociation, alors la seule autre option est de le forcer à accepter la paix par la force. Les États-Unis joueront un rôle dans cette nouvelle approche. L'administration Trump, prévoyant notamment de vendre des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Il y a un pays qui adopte l'approche de la paix par la force face à Poutine mieux que quiconque. Le pays que Poutine pensait voir s'effondrer il y a 3 ans et demi, lorsqu'il a envahi l'Ukraine pour la première fois. C'est l'Ukraine qui a ressenti les effets du refus de Poutine de déclarer la paix, le dirigeant russe ayant agité la carotte devant l'Ukraine, pour finalement remplacer cette carotte par plus de drones, bombes et soldats. La réponse de l'Ukraine, surtout durant la seconde moitié de 2025, a été l'utilisation croissante de ces sanctions volantes pour infliger à la Russie plus de dégâts que Poutine n'aurait jamais cru possible. Là où les négociations de paix ont échoué, l'Ukraine exerce une pression incommensurable sur Poutine. Et comme Zelensky l'a récemment déclaré lors d'une interview avec divers journalistes le 9 octobre, l'Ukraine constate des résultats. United 24 Média a rendu compte de cette interview, en notant que Zelensky a évoqué plusieurs systèmes d'armes ukrainiens clés, et les effets positifs qu'ils ont en termes de punition de Poutine pour son refus de faire la paix. La première de ces armes a déjà fait la une pour l'Ukraine par le passé. Paleonitsia est active et frappe en plein cœur de l'armée russe. Il y a des développements positifs. Paleonitsia a déjà frappé des dépôts de munitions ennemies à de nombreuses reprises, a déclaré Zelensky. C'est un développement positif car il y avait différentes situations, et maintenant, nous ne parlons plus de cas isolés. En d'autres termes, Paleonitsia n'est plus déployé dans des cas isolés. Il est utilisé fréquemment et efficacement, ce qui suggère que l'Ukraine fabrique cette arme à grande échelle et l'utilise pour détruire des stocks de munitions. Lorsque les munitions sont détruites, avant que les forces russes ne puissent les utiliser, les défenseurs ukrainiens bénéficient donc d'assauts russes affaiblis qu'ils sont plus à même de contrer. Paleonitsia est en développement depuis un certain temps, bien que ce ne soit que depuis le mois dernier environ que des détails sur les capacités de cette arme ont émergé. Ce drone à roquettes a été annoncé le 24 août 2024, jour de l'indépendance de l'Ukraine.
Ce n'est qu'un an plus tard que Joint Stock Company Industrie de défense ukrainienne a dévoilé les spécifications au salon de l'armement en Pologne en septembre. Paleonicia est un drone de 320 kg capable de transporter une charge utile de 100 kg. Cela le place un cran au-dessus de nombreux autres drones longue portée ukrainiens, comme le Lyuty. Bien que ce drone soit impressionnant en soi, même la version améliorée n'a qu'une ogive de 75 kg, ce qui signifie que Paleonicia peut frapper beaucoup plus fort. La portée est également à l'avantage du drone à roquette ukrainien. Il peut parcourir 650 km, ce qui en fait un bon choix pour viser les bases russes proches de la frontière. Voilà sans doute pourquoi Zelensky évoque l'usage de Paleonicia pour cibler les dépôts de munitions russes. Ces dépôts étaient probablement en Russie, où Poutine pensait qu'il resterait hors de portée des armes ukrainiennes. Le Paleonicia peut frapper ces dépôts russes. C'est aussi un drone à roquettes difficile à arrêter. Le Paleonicia peut voler à 900 km/h, une vitesse non supersonique mais assez rapide pour être difficile à abattre. En plus, c'est un drone, ce qui signifie qu'il vole à une altitude bien plus basse que les missiles que la plupart des défenses aériennes russes sont conçues pour intercepter. Le Paleonicia peut voler à seulement 15 mètres du sol, ce qui lui permet de rester à une altitude qui rend presque impossible sa détection par les radars russes. Zelensky dit que l'Ukraine utilise cette arme avec une efficacité redoutable pour punir Poutine de son refus de faire la paix. Mais le Paleonicia n'est pas la seule arme dont dispose l'Ukraine pour punir Poutine. Il y a aussi Ruta, un autre développement positif. Notre drone missile a frappé pour la première fois une plateforme maritime à plus de 250 km, a déclaré Zelensky. Il a ajouté que des drones, comme le Lyuty et le point de tir de l'Ukraine, ont également été utilisés en masse lors d'une opération sérieuse impliquant 300 unités. Zelensky a poursuivi en déclarant « Nous comprenons que Uts, Louga et Primorsk sont désormais à portée. Ce qui s'est passé, à mon avis, est vraiment un grand succès. Les deux sites évoqués par le président ukrainien sont des ports utilisés par la Russie pour acheminer du pétrole en interne ou à l'étranger. Primorsk est le plus grand terminal pétrolier de la Russie sur la mer Baltique, a rapporté la BBC en septembre après une frappe ukrainienne contre le port. Le média indique que Primorsk, dernière station de l'oléoduc baltique, est un point clé pour les exportations de pétrole russe. Cette même frappe a également permis à l'Ukraine de toucher le terminal d'Ouzlouga, qui se trouve près de l'Estonie. Cela signifie qu'il profite également de la mer Baltique pour jouer un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement qui permet à la Russie d'exporter et d'importer du pétrole. Ce type d'attaque nuit à l'industrie pétrolière russe et, par conséquent, à l'économie du pays. Mais nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Il est intéressant de noter que Volodymyr Zelensky mentionne spécifiquement Ruta, car c'est une arme qui n'a peut-être pas attiré autant d'attention que les drones Lyuty et Paleonicia. Ruta est un drone missile, a rapporté Défense Express en décembre 2024. Et c'est une arme à longue portée créée par une entreprise nommée Destinus, fondée par Mikhail Kokorich. Cet homme en particulier est important parce qu'il a fui la Russie de Poutine avant de créer son entreprise, faisant de Ruta un exemple de l'Ukraine utilisant l'ingéniosité d'un Russe pour frapper contre Poutine. Le même média a suivi son rapport initial sur Ruta, en mai, révélant que ce dernier a reçu une mise à niveau avec un nouveau système de navigation pour des frappes précises. Cette mise à niveau a peut-être permis au drone de réussir un tir direct sur une plateforme maritime, selon Zelensky. On ignore presque tout du drone missile en dehors de cela. On pense que sa portée est de 300 km, ce qui équivaut à peu près aux missiles Atacam que les États-Unis ont fournis à l'Ukraine. Cela fait de Ruta un bon choix pour frapper les actifs russes en mer Noire et en Crimée, ce qui était vraisemblablement l'endroit où se trouvait la plateforme maritime mentionnée par Zelensky. Aucun détail officiel sur l'ogive du drone, mais Defense Express rapporte que des experts estiment qu'elle pourrait être de taille similaire à celle de la Paleonicia. Des indices apparaissent déjà sur la manière dont l'Ukraine utilise ses sanctions volantes pour faire payer Poutine son refus de la paix. Avec un type de drone, elle détruit les dépôts de munitions russes, ce qui affaiblit les forces de Poutine sur les lignes de front. Cela entraîne plus de pertes russes et davantage de dépenses du Kremlin pour recruter de nouveaux soldats. Les attaques de l'Ukraine contre les terminaux russes signifient que l'argent du pétrole se fait de plus en plus rare.
Alors que les frappes contre les plateformes maritimes réduisent encore la présence et l'efficacité de la Russie en mer Noire, la principale stratégie de l'Ukraine en 2025 a été de porter la guerre sur le territoire russe. Les propos de Zelensky ont révélé que cette stratégie est menée avec brio. Le président ukrainien a aussi confirmé une rumeur persistante. Les missiles Flamingo et Neptune ukrainiens sont opérationnels et ont été utilisés récemment. La semaine dernière, sans donner de chiffres, nous avons utilisé notre duo Neptune-Flamingo, a déclaré Zelensky. Les résultats peuvent être analysés séparément. Nous ne parlons pas d'une utilisation massive de ce duo, seulement de son usage, avec des signes initiaux de succès pour cette arme. C'est une terrible nouvelle pour Poutine. Les drones ukrainiens peuvent endommager les actifs militaires et les raffineries de pétrole russes. Cependant, Flamande Rose et Neptune sont des perspectives très différentes. Ils frappent bien plus fort que les drones ukrainiens. Flamand Rose transportant seul une ogive de plus de 1130 kg. C'est 10 fois la puissance du Palenitsia, chargé dans un missile qui peut également parcourir jusqu'à 3000 km. Le Flamand Rose et ses premières utilisations ont été abordées dans une autre vidéo. Regardez cette vidéo pour comprendre pourquoi la Russie redoute tant cette arme, confirmée par Volodymyr Zelensky. L'Ukraine possède aussi une nouvelle version du missile Neptune, appelée Neptune Bouffi, tout aussi dangereuse. Vous pouvez regarder une vidéo pour en savoir plus sur cette arme. Ce sont 2 missiles qui ont été fabriqués en Ukraine et par l'Ukraine, ce qui constitue un autre coup porté contre la stratégie d'évitement de la paix de Poutine. Le dirigeant russe espérait sans doute utiliser son influence sur Trump pour empêcher l'Ukraine d'employer les missiles longue portée fournis par les États-Unis contre la Russie. Il y a quelques semaines, le Wall Street Journal rapportait que les États-Unis avaient interdit à l'Ukraine d'utiliser des missiles occidentaux en Russie, en instaurant un processus d'approbation menant à un refus. Chaque fois que l'Ukraine demandait, avec Flamingo et Neptune, l'Ukraine n'a plus besoin de demander la permission. Elle peut frapper la Russie aussi souvent qu'elle fabrique ses nouvelles armes puissantes. Les frappes à longue portée, permises par les armes évoquées par Zelensky et d'autres, ont été la vraie punition infligée à Poutine par l'Ukraine. Chacune est une sanction visant une partie précise de la machine de guerre russe. Et nulle part, la Russie n'a ressenti toute la force de l'Ukraine, prenant les choses en main, autant que dans son industrie pétrolière. L'Ukraine a dévasté le raffinage du pétrole russe. Les pénuries d'essence font désormais rage en Russie. Comme l'a expliqué Zelensky, l'Ukraine accomplit des choses vraiment significatives, et nos sanctions à long terme contre la Russie le démontrent clairement, a déclaré Zelensky. Selon nos données, la pénurie de carburant en Russie approche déjà les 20%. Ce chiffre concerne l'essence, même si l'approvisionnement en diesel russe est aussi touché. Les pénuries de diesel ne se produisent pas encore à l'intérieur de la Russie. Cependant, Zelensky dit que la Russie est obligée de puiser dans les réserves de diesel qu'elle gardait pour les mauvais jours. La Russie ressent le chaos intérieur provoqué par cette pénurie de carburant. RBC Ukraine donne plus de détails. Il est indiqué que 5 régions russes ont été contraintes de mettre en place des restrictions sur la vente d'essence aux clients. La Crimée étant concernée, cela éclaire l'usage de Ruta, qui aurait sans doute touché une plateforme maritime près de la péninsule. Les autres régions concernées sont Tcheliabinsk, Sverdlovsk, Novosibirsk et Tyumen. Cette dernière est particulièrement notable car elle abrite une grande raffinerie de pétrole russe que l'Ukraine a visée le jour de l'anniversaire de Poutine, plutôt en octobre. La Russie pourrait essayer d'affirmer que les frappes à longue portée de l'Ukraine ne sont pas efficaces. Une région qui abrite une raffinerie et qui connaît une pénurie d'essence laisse penser qu'elles le sont. Dans presque tous les cas, les clients russes d'essence sont limités à seulement 30 litres d'essence par client. Cela ne suffit pas à remplir le réservoir de la plupart des voitures modernes, rendant les longs trajets risqués pour les automobilistes russes du plus grand pays du monde. RBC Ukraine indique que 360 stations-service en Russie ont dû fermer en août et septembre. Cela ne représente qu'une station-service sur 50 en Russie, mais cela reste un chiffre important. Cela montre à quel point la Russie a beaucoup de mal à approvisionner ses entreprises basées sur l'essence. La Russie a quelques solutions à la pénurie de carburant, mais aucune n'est vraiment favorable au pays. À court terme, la Russie a été contrainte d'importer du carburant d'autres pays pour maintenir son marché intérieur à flot. Cette situation met en évidence l'impact économique des frappes à longue portée de l'Ukraine.
Le carburant importé coûte plus cher à la Russie que celui qu'elle produit elle-même, ce qui signifie que les drones ukrainiens obligent la Russie à payer pour le produit qui fait sa renommée. Par exemple, en ce qui concerne les importations, nous avons déjà certaines données sur les importations en provenance du Bélarus et de la Chine. Les importations du Bélarus ont été multipliées par 6 et les droits d'importation supprimés, a récemment indiqué Zelensky. Même si le président ukrainien a précisé que ces informations restaient à vérifier, plusieurs médias les avaient déjà rapportées avant que Zelensky ne les diffuse. L'un de ces médias est le Moscow Times, qui a affirmé le 8 octobre que les importations russes d'essence biélorusse avaient été multipliées par 4 en septembre par rapport à celles d'août. La Russie a acheté 49 000 tonnes d'essence à la Biélorussie en septembre, rapporte le média. En plus d'avoir acheté 33 000 tonnes de diesel, note le même média. Les frappes de l'Ukraine contre les raffineries russes sont probablement la raison de ces achats, ajoutant que l'Ukraine a frappé environ un tiers des raffineries russes, rien qu'en août et septembre. Oilprice.com a aussi signalé la hausse des importations d'essence russe le 2 octobre, précisant que le pays compte en acheter plus à la Chine, Singapour et la Corée du Sud. Dans tous les cas, la Russie renoncera aux droits de douane de 5% qu'elle applique habituellement sur les importations de carburant, ce qui constitue un autre coup dur pour son économie. C'est moins d'argent qui entre dans le compte bancaire collectif russe, alors qu'il aurait pu servir à financer la guerre en Ukraine. La Russie doit être très désespérée pour abandonner ce droit de douane afin d'alimenter ses stations-service en essence. Et s'il fallait encore une preuve que les frappes à longue portée de l'Ukraine produisent l'effet escompté? Il suffit de regarder les exportations d'essence de la Russie. Il n'y en a pas. Ils ne peuvent plus exporter d'essence, et sont limités pour le diesel, a déclaré Zelensky aux journalistes. Cela doit encore être vérifié, mais nous pensons qu'ils ont perdu jusqu'à 20% de leur approvisionnement en essence directement à cause de nos frappes. Encore une fois, plusieurs médias ont confirmé ces interdictions. Le 30 septembre, le Moscow Times a annoncé que la Russie prolongeait l'interdiction des exportations d'essence jusqu'à fin 2025, s'appliquant à tous les exportateurs, y compris les producteurs. Les exportations de diesel sont interdites à la vente à l'étranger par les revendeurs, note le même média. Une entreprise achetant auparavant du diesel pour l'exporter ne peut plus le faire désormais. La Russie veut un contrôle total sur ses ventes de diesel, ce qui suggère qu'elle se prépare à un avenir possible où elle ne pourra plus vendre ce carburant non plus. D'ailleurs, les restrictions sur le diesel s'appliquent aussi à plusieurs autres produits pétroliers raffinés de la Russie, y compris le carburant marin. Les restrictions sur le diesel ne sont pas un coup dur pour les producteurs de carburant russes. Pas plus de 2% du diesel russe est vendu par des revendeurs. Peut-être que ces restrictions ne signifient pas que la Russie risque une crise du diesel similaire à celle de l'essence. Toute restriction des ventes de pétrole par la Russie aura toujours un impact sur son économie. L'Institut d'Oxford pour les études énergétiques l'explique. Il indique que les revenus générés par les industries pétrolières et gazières de la Russie représentent entre 30 et 50% des recettes budgétaires totales du pays pour une année donnée. En général, ces industries comptent aussi pour environ 20% du produit intérieur brut russe. Le génie de la punition de l'Ukraine pour le refus de Poutine d'accepter un accord de paix, c'est qu'elle retire progressivement le seul produit russe dont elle sait qu'il est très demandé. Les principales répercussions touchent aujourd'hui surtout le marché intérieur russe. L'essence n'est plus facilement disponible et les pénuries entraînent également une hausse des prix. Cela va faire mal aux Russes. Vivre dans un pays qui a connu un taux d'inflation de 81% en août et où l'inflation dépasse les 10% depuis plusieurs mois, en 2025, si l'Ukraine continue de détruire davantage de pétrole russe, les interdictions d'exportation, actuellement temporaires, pourraient devenir permanentes. Cela signifie moins d'argent pour la Russie. La destruction des terminaux pétroliers aggrave les problèmes d'exportation et pourrait compliquer l'importation de carburant en Russie. Chaque attaque sur un actif militaire russe, comme les dépôts de munitions cités par Zelensky, implique plus de dépenses pour la guerre, alors que les réserves de liquidités russes diminuent. Poutine aurait évité cela en acceptant un accord de paix, mais il a refusé. Les sanctions aériennes ukrainiennes font payer la Russie. Début 2022, lorsque le président russe Vladimir Poutine a donné l'ordre à son armée d'envahir l'Ukraine, il n'aurait jamais pu imaginer comment les années suivantes allaient se dérouler. Poutine a probablement prédit une défaite rapide et écrasante grâce aux énormes avantages de son pays en termes de main-d'œuvre et d'équipement militaire.
Il imaginait les troupes russes hissant le drapeau du pays au-dessus de Kiev et la population russe le proclamant comme leur plus grand dirigeant de tous les temps. Son plan s'est retourné contre lui. Il voulait écraser l'Ukraine mais ne comprend guère ce qui s'est passé. Il en a plutôt fait une grande superpuissance militaire. En 2022, l'Ukraine n'était en aucun cas un acteur majeur dans le secteur militaire. Cela ne veut pas dire qu'elle n'avait pas quelques projets militaires intéressants, en développement, et des réalisations dont elle pouvait être fière. Elle a, par exemple, développé le désormais célèbre missile R-360 Neptune, qui a depuis été modifié de différentes manières, et déployé contre de nombreuses cibles russes. Elle avait aussi une force militaire suffisante pour défendre son territoire si nécessaire, et d'anciens stocks de chars et d'armes soviétiques sur lesquels compter. Cependant, ce n'était pas l'un des premiers pays auxquels on aurait pensé en parlant des meilleurs programmes de missiles ou des innovations militaires au monde. Il n'aurait pas été considéré parmi les armées les plus résilientes et tactiques du monde. Mais cela a changé. Aujourd'hui, l'Ukraine figure parmi les armées les plus performantes au monde. C'est le pionnier, la référence et l'exemple pour de nombreuses nations dans le monde. Même les grandes puissances militaires en Europe et ailleurs se tournent vers l'Ukraine pour s'inspirer et renforcer leur défense. La transformation de l'Ukraine est entièrement due aux efforts remarquables de son peuple, de ses forces militaires, de ses fabricants et d'autres entités. C'est une histoire de dépassement des obstacles, d'adaptation face à l'adversité, de ne pas reculer, mais de se relever. Tout a commencé le 24 février 2022, quand les premiers soldats russes ont franchi la frontière et menacé le territoire ukrainien. Depuis cette date, la défense ukrainienne a connu une croissance de 350% selon un rapport récent pour la fondation Jamestown par Taras Kuzio, professeur de sciences politiques à l'Université nationale de Kiev, Académie Mohyla, et chercheur associé à la Henry Jackson Society, un groupe de réflexion basé à Londres. Dans son rapport, le professeur Kuzio a également noté que la période 2023-2024 a été particulièrement marquante pour l'Ukraine, avec un investissement dans la défense en hausse de 900%. Les estimations évaluent le montant entre 35 et 50 millions de dollars. Cela illustre la forte croissance et les investissements majeurs du secteur de la défense ukrainien, l'industrie ayant presque quadruplé en 3 ans et demi. Comme seulement 26% des entreprises de dons de défense actuelles de l'Ukraine étaient réellement en activité avant 2022, une telle croissance est sans précédent. Et cela montre à quel point les ingénieurs, développeurs, experts militaires et innovateurs ukrainiens ont incroyablement bien réagi à l'invasion. Ils auraient pu se recroqueviller de peur, ils auraient pu se soumettre et céder face aux envahisseurs, agitant le drapeau blanc devant une force bien plus grande et puissante. Ils ont résisté, riposté, se sont retranchés et cherché sans relâche de nouveaux moyens de se défendre. Ils ont investi dans la technologie des drones, l'intelligence artificielle, les chars, les blindés, les missiles, etc. Et comme le dit le professeur Kuzio, cette croissance ne fera que continuer tant que la guerre se poursuivra. La croissance du secteur de la défense ukrainien va continuer. Les objectifs maximalistes de la Russie restent inchangés, et les négociations internationales de paix ont échoué. C'est l'état tragique, mais réel de la guerre aujourd'hui. Alors que diverses nations et dirigeants mondiaux, y compris le président américain Donald Trump, ont plaidé pour la paix et un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou. La guerre ne paraît pas plus près de finir qu'il y a 1 ou 2 ans. Même si le président ukrainien Volodymyr Zelensky a montré une réelle volonté de mettre fin au conflit, son homologue russe Poutine a fait exactement le contraire. Il a répété à plusieurs reprises une chose, mais en a fait une autre, discutant d'accords de paix avec Trump à un moment, puis lançant des attaques de drones et de missiles d'une ampleur record sur Kiev, le moment d'après. Les mots et actes de Poutine clarifiant sa position. Plus tôt cette année, il a notamment déclaré que l'Ukraine appartenait à la Russie. J'ai dit à plusieurs reprises que je considère les peuples russes et ukrainiens comme un seul peuple. En ce sens, toute l'Ukraine est à nous. Nous avons une vieille règle. Partout où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. Poutine est également resté ferme dans son engagement à poursuivre la guerre, quoi qu'il arrive. Bien que l'économie de son pays s'effondre et que ses troupes peinent à avancer sur le front, subissant de lourdes pertes humaines et matérielles. Il persévère et affirme « Nos troupes avancent sur toute la ligne de contact. Chaque jour, plus ou moins, mais chaque jour ils avancent, et cette progression continuera tant que l'avancée se poursuivra. »
Aussi longtemps que les forces russes continueront d'envahir l'Ukraine, de voler ses terres et de tuer son peuple, le peuple ukrainien sera contraint de se défendre. Et afin de se défendre, leur secteur de la défense continuera de créer, d'innover et d'étonner le monde par son efficacité et sa capacité unique à développer des armes et des défenses extraordinaires, souvent avec des budgets serrés et dans des délais remarquablement courts. Ceci est essentiel pour l'Ukraine, l'Europe et l'avenir de la paix mondiale. Comme l'indique le chef de la politique étrangère de l'Union européenne Kaka Kallis, la Russie ne montre aucun désir de mettre fin à cette guerre. Pour l'Europe, cela signifie seulement un soutien militaire, diplomatique et économique renforcé à l'Ukraine. Et en cas de trêve, une armée ukrainienne forte est la meilleure garantie de sécurité qui soit. Et c'est pourquoi nous les soutenons également par la formation, le financement et l'équipement. Heureusement, l'armée ukrainienne est aujourd'hui dans une position plus forte que jamais, et de nombreuses statistiques le prouvent. Concernant la guerre des drones, l'Ukraine est désormais le premier producteur mondial de drones tactiques et longue portée. À la fin de la guerre, l'Ukraine deviendra la capitale mondiale des drones, et de nombreuses armées se tourneront vers Kiev, pour soit acheter des drones, soit en apprendre davantage sur la façon de fabriquer les leurs, et sur la manière de les utiliser efficacement sur le champ de bataille. Les forces ukrainiennes ont une expérience unique, les drones étant devenus l'élément clé de cette guerre, surpassant toute autre arme ou équipement. Au départ, la Russie utilisait surtout des moyens de guerre conventionnels, comme chars et véhicules blindés pour submerger l'opposition. Mais au fil des mois et des années, les chars se sont révélés de plus en plus inefficaces. Les Russes se sont tournés vers les drones, les lançant avec une fréquence croissante vers les villes et villages ukrainiens. Les graphiques retraçant les attaques de drones russes cette année montrent à quel point elles ont pris de l'ampleur. Le Kremlin lançait autrefois des dizaines de drones au-dessus des frontières et en Ukraine. Aujourd'hui, il en envoie régulièrement des centaines, avec une attaque record récente, impliquant plus de 820 drones au total. L'Ukraine a dû s'adapter à cette situation. Mais elle a aussi trouvé le temps de développer ses propres drones et de maîtriser sa propre forme de guerre par drones également. Une forme qui, à bien des égards, est bien plus efficace que celle de la Russie. Les tactiques russes reposent surtout sur la force brute, ce qui explique qu'elle bat sans cesse ses propres records et envoie toujours plus d'essaims en Ukraine. Elle sait que la grande majorité sera abattue, puisque les forces armées ukrainiennes disposent de systèmes de défense aérienne impressionnants et efficaces, déployés partout sur leur territoire. Mais la Russie sait aussi que certains drones pourront contourner ces défenses et infliger des dégâts à leurs cibles. Ce qui inclut tout, des hôpitaux et des écoles aux habitations résidentielles et aux centrales électriques. L'Ukraine utilise les drones de façon plus efficace, précise et prudente. Elle ne suit pas le modèle gaspilleur de son adversaire, et ne commet pas non plus de crimes de guerre en lançant régulièrement des drones sur des civils totalement innocents, comme le fait la Russie. Au contraire, elle choisit ses cibles avec soin et planifie ses attaques avec précision. Elle détruit régulièrement les infrastructures qui comptent le plus pour le Kremlin, lançant des attaques qui ont les meilleures chances d'aboutir à une fin rapide de la guerre. Elle a, par exemple, récemment concentré ses frappes sur des raffineries de pétrole et des installations de stockage de carburant, provoquant une crise majeure du carburant. Cela se répand très vite à travers la Russie. Et les drones ukrainiens deviennent chaque jour plus intelligents et plus meurtriers. Comme le note le rapport du professeur Kouzio, à partir de 2025 et jusqu'en 2026, le pays prévoit de passer du modèle traditionnel. Un drone, un opérateur de la guerre des drones à des essaims de drones pilotés par l'intelligence artificielle, avec la capacité d'opérer de manière autonome, sans nécessiter beaucoup, voire aucune, intervention ou contrôle humain. Cela modifiera encore plus la guerre, car les drones dotés d'intelligence artificielle ne feront pas face aux mêmes risques que les modèles classiques. Ils seront moins vulnérables aux brouilleurs et mesures de guerre électroniques, ce qui facilitera le contournement des défenses ennemies et l'atteinte des cibles. Il est impossible de savoir comment l'armée ukrainienne utiliserait cette technologie pour infliger des dégâts plus graves à l'infrastructure énergétique russe. L'Ukraine a également changé la donne dans le secteur des missiles. Elle a commencé la guerre avec guère plus que d'anciens stocks soviétiques et ses missiles antinavires Neptune. Depuis, elle a conçu plusieurs versions du Neptune, dont une pouvant attaquer des cibles au sol telles que radars russes, défense aérienne, aérodromes et infrastructures. De plus, le Neptune Long, une version longue portée parcourant plus de 1000 km,
permet d'atteindre de nouveaux sites en profondeur en Russie. L'Ukraine a également récemment dévoilé son missile SAPSAN, le premier missile balistique fabriqué en Ukraine, capable de voyager 4 fois plus vite que la vitesse du son, ainsi que le Flamingo, qui affiche une portée impressionnante de plus de 1800 miles. En plus de ses avancées dans les drones et missiles, l'Ukraine a aussi innové dans d'autres domaines. Des tourelles de défense aérienne à intelligence artificielle et des kits de blindage spéciaux renforcent la résistance des chars et véhicules blindés sur le terrain. Ce type de progrès est rendu possible grâce à 2 facteurs majeurs. Le premier est l'important investissement et soutien financier apporté par de nombreux alliés majeurs de l'Ukraine, notamment en Europe et au sein de l'OTAN. Ce financement, issu d'initiatives comme le programme de prêt ERA pour l'Ukraine, aide les entrepreneurs et entreprises de défense de Kiev à poursuivre la R&D. Le second point est que le gouvernement ukrainien soutient fortement l'innovation. Il a lancé la plateforme Brave One, qui soutient environ 1500 entreprises technologiques, avec 30 millions de dollars de subventions. Brave One a développé des technologies clés utilisées en guerre, dont des drones intercepteurs qui repèrent et neutralisent les drones de reconnaissance russes, compliquant la collecte de renseignements et la planification d'attaques par les forces russes. Plus de 200 innovations basées sur l'intelligence artificielle sont également soutenues par Brave One, couvrant tout, de l'analyse par intelligence artificielle des photos et vidéos capturées par des drones, jusqu'aux systèmes avancés de renseignement militaire qui alimenteront les drones de demain. De plus, la plateforme soutient environ 140 fabricants de guerre électroniques, dont beaucoup ne se contentent pas de produire des équipements pour servir l'Ukraine aujourd'hui, mais les conçoivent également selon les normes de l'OTAN, afin qu'ils puissent être facilement vendus et déployés dans d'autres pays à l'avenir. Et il est fort probable que de nombreux pays négocieront effectivement avec Kiev dans les années à venir pour acquérir certaines technologies de drones ukrainiens pour leur propre usage. Car aucun pays, même les États-Unis, ne concurrence actuellement l'Ukraine dans ce domaine. Selon Nathan Mintz, cofondateur de CX, aucune entreprise américaine ne suit le rythme face à l'Ukraine, a-t-il déclaré au Wall Street Journal. Le Wall Street Journal a aussi révélé que les drones américains envoyés en Ukraine ont souvent été inefficaces. Beaucoup d'entreprises américaines ayant envoyé des drones en Ukraine les ont vus s'écraser ou échouer leur mission. Les États-Unis dominent presque tous les domaines militaires. Cela montre à quel point l'Ukraine réalise un travail remarquable, devançant même l'Amérique dans la guerre par drone. L'Ukraine est aussi devenue moins dépendante des armes de ses alliés au fil de la guerre. Au début, elle avait désespérément besoin de missiles et d'armes anti-chars provenant de nations alliées comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais avec le temps, elle s'est davantage concentrée sur ses propres projets nationaux et capacités de production. Aujourd'hui, l'Ukraine fabrique 60% de l'équipement de ses forces armées, seule une minorité venant d'autres pays. Elle produit aussi plus d'obus d'artillerie que toute l'OTAN et l'Europe réunies. Ses taux de production ont augmenté dans tous les domaines, avec une hausse de 100% pour les armes anti-chars, 150% pour les munitions, 200% pour l'artillerie, et une hausse impressionnante de 400% pour les véhicules blindés de transport de troupes. Pour illustrer concrètement cette montée en puissance, l'Ukraine n'a fabriqué qu'un seul obusier Bodano en 2022. Aujourd'hui, en 2025, elle en fabrique 20 chaque mois. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que l'Ukraine est capable de produire des armes comme celle-ci plus rapidement et à moindre coût que d'autres nations. Elle peut livrer des obusiers en 60 jours, pour seulement 25 millions de dollars l'unité contre 43 millions dans les pays occidentaux. Les retards durent souvent des mois, voire des années. Cela s'explique en partie car la majorité du secteur de la défense ukrainien est constituée d'entreprises privées, fonctionnant avec grande flexibilité et liberté. La bureaucratie est réduite au minimum, et tout est conçu en pensant au champ de bataille. Donc il n'y a généralement pas de longue phase de prototypage, de tests et d'amélioration. Les produits ne sont fabriqués et déployés, prêts à servir contre les Russes. Cela contraste fortement avec les complexes militaro-industriels étatiques présents dans d'autres pays comme la Russie, ce qui peut entraîner des retards de production et des montagnes de paperasse inutiles. Il existe, aujourd'hui, plus de 500 entreprises privées de défense en Ukraine, qui travaillent principalement avec des pièces produites localement, formant un écosystème fermé, qui accomplit les tâches de manière économique et intelligente, avec une innovation rapide et aucune ingérence gouvernementale. Les résultats de cela sont évidents. De nombreuses startups ukrainiennes, de défense, ambitieuses et innovantes,
produisent rapidement un équipement remarquable. Maxon System, par exemple, n'a eu besoin que de 7 mois pour se lancer en tant qu'entreprise et construire un intercepteur anti-drone coûtant environ 3500 $. L'Ukraine a aussi créé son agence d'approvisionnement de la défense. En janvier 2024, seule organisation du ministère de la Défense responsable de l'approvisionnement des forces armées. Cela a aussi réduit la bureaucratie et accéléré la livraison de nouvelles armes des entreprises privées aux soldats ukrainiens. Dans l'ensemble, l'Ukraine a donné ici un exemple remarquable que de nombreux autres pays pourraient souhaiter suivre. Face à la réalité d'une vraie guerre mondiale, elle ne pouvait attendre des mois ou des années pour concevoir et tester de nouvelles armes avant de s'en servir. Elle a supprimé les intermédiaires et accéléré le processus comme prévu. Aujourd'hui, elle fait partie des fabricants militaires les plus impressionnants au monde. Parmi eux, des créateurs de drones réputés tels que Skyfall Vampire, Baba Yaga Drone et TAF, Calibri 7 et 8. Avec le développement de son industrie de défense, l'Ukraine noue aussi des partenariats plus importants avec les grandes puissances mondiales. Les États-Unis investissent massivement dans la défense ukrainienne et préparent un accord de 100 milliards de dollars avec Kiev pour obtenir des droits sur des technologies militaires ukrainiennes. C'est la première fois que les États-Unis achètent du matériel militaire à un État non membre de l'OTAN. Le département de la défense américain a aussi signé des contrats avec 2 partenaires américano-ukrainiens pour développer des drones longue portée. La National Aeronautics and Space Administration a pris contact et acquis des robots ukrainiens de la société Drone UAO. Le cofondateur et associé directeur Valery Yakovenka affirme que cela montre qu'aujourd'hui, l'Ukraine est un pionnier mondial de la technologie. Tester nos solutions aux États-Unis ouvre la voie à une collaboration durable avec la National Aeronautics and Space Administration. Cela prouve que les innovations ukrainiennes façonnent l'avenir. L'Europe cherche constamment à investir et à apprendre de l'industrie de défense en pleine croissance de l'Ukraine. À bien des égards, l'Ukraine est désormais la première et la plus importante ligne de défense du continent. Créer et tester l'équipement militaire qui pourrait être nécessaire dans les années à venir pour protéger le continent contre de futures agressions russes. L'Union européenne a donc mis en place des initiatives comme les prêts ERA mentionnés précédemment, et le cadre Security Action for Europe pour soutenir l'Ukraine. Cela est possible grâce aux dirigeants européens, aux gouvernements et aux entreprises privées qui collaborent avec le secteur de la défense ukrainien. Les pays nordiques et baltes ont été particulièrement actifs dans leur engagement auprès de l'Ukraine et dans le soutien à ces entreprises de défense. L'Ukraine externalise une partie de sa production militaire vers le Danemark et la Norvège par exemple. Même à l'ouest, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont montré un réel enthousiasme à collaborer et apprendre de l'Ukraine. Plus de 40 entreprises de défense occidentales collaborent désormais directement avec l'Ukraine. Cela comprend des géants du secteur, tels que Lockheed Martin, États-Unis, Rheinmetall, Allemagne et Thales et France. Chaque jour qui passe, l'industrie de défense de l'Ukraine devient plus forte et plus précieuse. Et elle tisse des liens avec des alliés et investisseurs mondiaux, donnant l'exemple que même les grandes nations militaires veulent suivre. Et elle déploie des innovations plus rapidement et plus efficacement que quiconque dans le monde. C'est une véritable force avec laquelle il faut compter. Et tout cela a été forgé dans le feu de cette guerre avec la Russie. Poutine voulait affaiblir l'Ukraine et la voir s'effondrer sous la botte du Kremlin. Au contraire, il a réveillé un géant endormi, transformant une nation autrefois petite et fragile en une superpuissance militaire majeure de notre époque. Maintenant, découvrez certaines des récentes innovations en matière de défense de l'Ukraine dans nos vidéos, en examinant le missile Flamingo à très longue portée, qui non seulement permet d'atteindre Moscou, mais pourrait également frapper des cibles encore plus profondément en Russie. Et le mystérieux nouveau Puffy Neptune, qui serait doté d'une portée encore supérieure à l'original, ouvrant de nouvelles cibles et lignes d'attaque pour les forces de Kiev. Enfin, abonnez-vous à notre chaîne pour être parmi les premiers à découvrir les innovations et succès tactiques de l'Ukraine, ainsi que d'autres actualités et développements importants de ce conflit et d'autres dans le monde.